D'un côté, on nous annonce une paix, une grande poignée de main à la Maison-Blanche, Mhm. et de l'autre, sur le terrain, on a une ville stratégique qui est prise par des rebelles à peine quelques jours plus tard. Et pour couronner le tout, ces mêmes rebelles disent qu'ils s'en vont, mais personne n'y croit vraiment. Ça n'y rien comprendre. C'est le genre de situation qui rend fou les diplomates et les analystes. On a l'impression de regarder deux films en même temps, et ils racontent pas du tout la même histoire. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette situation complètement folle, dans et autour de la ville du Vira, à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Et pour nous guider, on a un document très court, mais très dense. C'est une sorte de dépêche qui résume les événements de mi-décembre. C'est un vrai instantané du chaos. Et notre mission, du coup, c'est de décortiquer cette chronologie pour comprendre comment on a bien pu en arriver là. D'accord. On va essayer de voir qui sont les acteurs, ce qu'ils cherchent vraiment, et surtout de comprendre ce fossé immense entre les belles déclarations politiques et la réalité brutale sur le terrain. C'est là que se cache la vérité. C'est là qu'on va trouver les clés, oui. Parfait. Alors, pour essayer de mettre un peu d'ordre, commençons par ce qui ressemble à première vue à une bonne nouvelle. D'accord. Le 16 décembre, on apprend que le groupe AFCM 23 annonce un retrait. Un retrait unilatéral du Lira. Oui, et le chef du mouvement, Corneille Nangaa, il précise même que c'est fait à la demande des médiateurs américains. Pour donner une chance aux pourparlers. Alors sur le papier, ça a l'air plutôt positif, non? Oui, sur le papier, c'est une étape classique du manuel de résolution de conflit. C'est ce qu'on appelle une mesure de confiance. On fait un geste, on retire ses troupes. Pour montrer sa bonne foi. C'est ça, pour montrer qu'on est sérieux, qu'on est prêt à négocier. Et le fait que ça vienne à la demande des Américains, qui sont au centre du jeu, ça devrait en théorie être un signal très très fort. On s'attendrait presque à des applaudissements de Washington. Sauf que c'est tout l'inverse qui se produit. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Hmm. La source nous dit que l'administration américaine, celle-là même qui a demandé le retrait, se déclare, je cite, insatisfaite. Comment c'est possible? Alors ça, c'est le premier indice que l'histoire qu'on nous raconte n'est pas la bonne. En diplomatie, le mot insatisfait, c'est une petite bombe à retardement. Ah oui, Ça veut dire on vous a vu, on sait très bien ce que vous êtes en train de faire et on n'est pas dupe. La source est d'ailleurs très précise. oui. Elle cite un haut responsable américain qui dit, et c'est la phrase clé, « Il y a eu du mouvement, mais nous n'avons pas l'impression qu'il s'agisse vraiment d'une libération complète de la ville. Il y a eu du mouvement. C'est une façon très prudente de dire « Ok, des camions ont bougé, des soldats ont changé de place ». Exactement. Mais l'autre partie de la phrase « pas une libération complète », ça annule tout le reste. Ah mais ça pulvérise complètement l'annonce du M23. Ce que ce responsable américain est en train de dire, avec des mots très très choisis, c'est que ce n'est pas un retrait, c'est une farce, quoi. D'accord. Le texte confirme d'ailleurs cette analyse. Il précise que le M23 serait toujours, je cite, positionné autour du Vira. Autour. Et là, on sort de la communication politique pour entrer dans la pure stratégie militaire. Et ça peut paraître contre-intuitif. On pourrait penser que quitter le centre d'une ville, c'est l'abandonner. Mais être positionné autour, c'est peut-être encore plus fort. C'est une manœuvre militaire classique et redoutablement efficace. En quittant le centre-ville, on s'expose moins à une guérilla urbaine, on est une cible moins facile, mais en encerclant la ville, on en garde le contrôle total. On contrôle les On accès. maîtrise les routes d'accès, le ravitaillement, les communications. On peut affamer la ville, la terroriser, sans avoir un seul soldat dans ses rues. Uvira n'est pas libérée en fait. Elle est passée d'un état d'occupation à un état de siège. La menace est peut-être même plus grande parce qu'elle est plus diffuse. Donc le M23 fait une annonce pour les médias pour cocher une case diplomatique. Voilà. Mais sur le terrain, en réalité, ils renforcent leur emprise. C'est un jeu de dupes. C'est exactement ça. Et les Américains, avec leurs satellites, leurs renseignements, ils le voient en temps réel. Leur déclaration d'insatisfaction, c'est leur façon de dire publiquement « Votre petite pièce de théâtre ne nous impressionne pas ». Le problème, c'est que si le tout premier geste censé bâtir la confiance est une manœuvre perçue comme malhonnête, tout l'édifice de la paix risque de s'effondrer avant même d'avoir été construit. Et pour bien comprendre l'audace de cette manœuvre, il faut regarder la chronologie que nous donne la source. Ce prétendu retrait a lieu le 16 décembre. Oui. Mais la prise de la ville par le M23, c'était le 10 décembre. 6 jours, c'est extrêmement court. 6 jours. 6 jours pendant lesquels ils ont mis la main sur une ville stratégique, un carrefour commercial important, près de la frontière avec le Burundi. Et faire ça juste avant de s'asseoir à la table des négociations, ça revient à arriver en disant « Regardez ce que je suis capable de faire. Maintenant,
on discute. Mais le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé juste avant cette prise du 10 décembre. Ah oui? Le texte précise que l'offensive a eu lieu, et je cite encore, quelques jours seulement après la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à la Maison-Blanche avec Donald Trump pour annoncer un accord de paix. La séquence elle défie toute logique. C'est vertigineux. On a une scène à Washington. Poignée de main, sourire, annonce d'un accord de paix historique sous le parrainage du président américain. C'est la grande diplomatie, les photos font le tour du monde. On se dit, ça y est, la paix est en marche. C'est bon. Et puis, à peine quelques jours après, à des milliers de kilomètres, le M23, qui, il faut le rappeler, est soutenu par le Rwanda selon de multiples rapports de l'ONU, lance une offensive majeure et prend une ville congolaise. C'est un démenti par les armes. Mais alors, à quoi elle servait cette rencontre à la Maison-Blanche? C'était juste pour la photo? Ou est-ce que les décisions prises par les présidents n'ont en fait aucun impact sur les commandants sur le terrain? C'est la question à $1 million dans cette région. Il y a plusieurs hypothèses. Soit l'accord était une façade totale, un simple exercice de com', D'accord. soit, et c'est peut-être plus probable, les acteurs sur le terrain ont leur propre agenda. Le M23 a peut-être vu l'annonce de l'accord non pas comme un signal de paix, mais comme le top départ d'une course pour prendre le plus de terrain possible avant qu'un cessez-le-feu ne vienne geler les positions. Une stratégie du fait accompli. Exactement. On discute de paix à Washington, et pendant ce temps-là, on redessine la carte militaire au Congo. C'est ce qu'on pouvait appeler la militarisation de la diplomatie. L'accord de paix n'est plus le but, il devient une arme. Chaque camp utilise le langage de la paix pour avancer ses pions sur l'échiquier. Et au milieu de tout ça, on a le médiateur américain. Oui, et son rôle est mis en lumière de façon assez crue. Le texte souligne que le président américain, je cite, « continue de se vanter d'avoir mis fin au conflit ». C'est une phrase terrible. Elle suggère un décalage complet avec la réalité. Un décalage à plusieurs niveaux. D'un côté, il y a le discours de Donald Trump, probablement destiné à son électorat, qui présente l'accord comme une victoire personnelle. « J'ai réglé le problème ». Simple, net. Voilà. Et de l'autre, il y a ses propres diplomates sur le terrain, ses propres experts qui, eux, voient très bien que le conflit est en train de s'intensifier et qui expriment leur insatisfaction. On a le discours de la mission accomplie à Washington et la réalité du bourbier sur place. Ce qui est dangereux, c'est quand l'image du médiateur devient plus importante que la paix elle-même. Absolument. Le risque, c'est de vouloir déclarer victoire trop vite. La réalité, c'est que la signature d'un accord n'est que le début du chemin, et souvent la partie la plus facile. Le vrai test, c'est sa mise en œuvre sur le terrain. Et pour l'instant, le verdict est clair. L'accord est au point mort. D'accord. Donc, si on résume, le retrait du M23 n'en est pas vraiment un, et l'accord de paix semble déjà vidé de sa substance. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ces derniers jours? Est-ce que ce repositionnement a au moins permis de calmer les choses autour du Vira? On pourrait l'espérer, mais la source est très claire là-dessus. Non, pas du tout. Non? Elle rapporte que des affrontements ont été observés. Et il ne s'agit pas de petites escarmouches. Les combats opposent à nouveau des éléments de la FCM M23. Attendez une seconde. On a mentionné AFC M23 plusieurs fois. Le M23, on connaît, mais que signifie AFC? C'est nouveau, ça. C'est un point important. L'AFC, c'est l'Alliance Fleuve Congo. C'est une nouvelle coalition politico-militaire plus large qui a été lancée par Corneille Nangaa, Ah oui, l'ancien président de la commission électorale congolaise. En gros, le M23 est devenu la branche armée de ce mouvement politique plus vaste. C'est une tentative de donner une façade politique à une rébellion armée. d'accord, merci pour la précision. Donc, ces combattants de la FCM 23 affrontent un autre groupe, les Wazalendo. Oui, Et le texte précise qu'ils sont des alliés aux autorités de Kinshasa. Qui sont-ils exactement? Wazalendo, en swahili, ça veut dire les patriotes. Ce sont des groupes d'autodéfense locaux, des milices qui ont pris les armes, souvent avec le soutien plus ou moins direct du gouvernement congolais, pour défendre leurs terres contre des groupes comme le M23. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Exactement. Face à une rébellion, l'État s'appuie sur des milices locales. Donc ce n'est plus seulement l'armée congolaise contre le M23, on a maintenant des milices locales qui sont en première ligne. J'imagine que ça complexifie encore plus la situation. Ça la complexifie de manière dramatique. C'est une vraie boîte de Pandore. D'abord, la chaîne de commandement devient un cauchemar. Qui contrôle vraiment ces groupes? Un ordre de cessez-le-feu signé à Kinshasa ou à Washington sera-t-il respecté par un jeune combattant sur une colline qui veut venger son village? Probablement pas. Techniques qui sont infiniment plus difficiles à résoudre. Et sur le long terme?
Ben, sur le long terme, le problème quand un État s'appuie sur des groupes comme les Wasalendo, c'est qu'il perd le monopole légitime de la violence. Aujourd'hui, ils sont des alliés, mais demain, qui les désarmera? On